Le GIFOD, ça vous dit quelque chose? C'est le congrès français d'hépato, gastro-entérologie et d'oncologie digestive. En clair, c'est le congrès de référence des maladies de l'appareil digestif. Capital Santé y était. On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur William Bérébi, vous êtes gastro-entérologue à Paris et vous êtes l'auteur de ce pavé, cette référence diagnostique et thérapeutique dont c'est déjà la 8e édition et vous étiez notre envoyé spécial donc au GIFOD. Alors, 4 nouveautés ont retenu votre attention. En premier, cette petite capsule que je montre à la caméra, cette petite capsule, moi ça me rappelle un film de science-fiction dans les années 70 où il y avait des scientifiques qui étaient dans un sous-marin et on miniaturisait le tout et on envoyait ça dans le corps de quelqu'un pour les sauver. Alors, ça sert à quoi? Et puis c'est à peu près le même principe. Dites-nous comment ça fonctionne. Voilà, la fiction est devenue réalité puisqu'aujourd'hui on a une révolution avec cette capsule qui est un endoscope miniature qui permet donc, qui est ingéré par le patient. Ça va filmer donc son tube digestif, estomac, intestin grêle, côlon, via cette ceinture que vous avez devant vous et via l'enregistreur. Alors donc en clair, la petite capsule, je la prends. Je l'ingère, je l'avale. Ensuite, j'ai cette ceinture qui est reliée à l'enregistreur. Et vous récupérez la vidéo. Exactement. Alors, ça permet d'éviter quoi, la coloscopie? Tout à fait. C'est-à-dire que cet examen va permettre chez les patients qui ont une coloscopie incomplète, c'est 10% quand même des patients, pour des raisons techniques, qui ont un refus de la coloscopie, ça arrive aussi, et une contre-indication, puisqu'il y a des patients coronariens ou qui ont une insuffisance respiratoire qui peuvent avoir une contre-indication à l'anesthésie générale. Et la différence, par contre, par rapport à la coloscopie, c'est qu'on ne peut pas intervenir en même temps qu'on fait l'examen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever des polypes en même temps qu'on fait l'examen. Pas pour le moment. Ça viendra certainement, mais pour le moment, on ne peut que diagnostiquer, mais pas de geste interventionnel pendant. Donc ça, on est bien d'accord, ce n'est pas de la science-fiction, vous le faites dans votre cabinet, vous, aujourd'hui? Exactement. C'est la réalité d'aujourd'hui. Ça se fait à l'hôpital, mais aussi en cabinet. Et donc, c'est extrêmement simple à mettre en place et à réaliser. Alors, première nouveauté, on a vu la capsule. Deuxième nouveauté, des annonces importantes ont été faites concernant la maladie de Crohn. Tout à fait. Alors, la capsule, d'ailleurs, sert dans la maladie de Crohn, puisque la capsule permet de faire le diagnostic de maladie de Crohn qui n'a pas pu être établi par la coloscopie, et également dans les colites indéterminées, et permet également de suivre le traitement et de voir si le traitement est efficace. Alors, effectivement, au niveau thérapeutique, on avait jusqu'à présent les biosimilaires, ce qu'on appelait les biosimilaires, donc qui sont très efficaces, mais qui ont comme inconvénient, on va dire, d'être par voie injectable, donc sous-cutanée ou intraveineuse. Et là, maintenant, il y a de nouveaux médicaments qui sont les anti-JAK, qui sont des médicaments qui se prennent par voie orale et qui ont la même efficacité que les médicaments, que les biosimilaires, que les biologiques par voie injectable. En premier, c'est un progrès parce que c'est un grand confort pour les gens qui souffrent de la maladie de Crohn. Au lieu de s'injecter, on prend les choses par voie orale. Donc, premier progrès, grand confort. Est-ce qu'en plus, il y a un progrès thérapeutique? Oui, puisqu'il y a des patients qui sont en échec des biologiques et chez qui on n'avait pas de plan B, si je puis dire. Et donc, ces nouveaux traitements permettent d'avoir une deuxième phase d'efficacité en cas d'échappement des premiers traitements. Alors au GIFOD, on a parlé aussi du microbiote, ou alors plutôt je devrais dire des microbiotes. Alors avant qu'on rentre dans le détail du sujet, expliquez-nous ce que c'est que le microbiote. Quand on parle du microbiote, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors le microbiote, c'est un écosystème microbiologique qui existe dans le sang, mais bien évidemment dans le tube digestif, et on parle donc de microbiote intestinal, et c'est 100 000 milliards, accrochez-vous bien, d'espèces, d'individus, avec 500 espèces différentes. Donc on a c'est un univers. C'est un univers c'est le plus grand univers cellulaire du corps humain, qui est donc dans l'intestin. C'est un peu comme si c'était des poupées russes. Nous, on vit dans l'univers, et puis à l'intérieur de nous, il y a des univers, donc ces fameux microbiotes. Alors, ce qu'on a appris au GIFOD,
c'est que donc il n'y a pas un microbiote, il y a des microbiotes et que ces microbiotes ont des corrélations les uns avec les autres, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un microbiote dans le sang et un microbiote intestinal qui est le microbiote le plus important, mais il y a des connexions, c'est-à-dire que lorsque le microbiote intestinal est défaillant, la barrière épithéliale, ça qu'il faut bien comprendre, ne fonctionnant plus, ça permet à des bactéries qui sont au départ pas pathogènes de passer dans le sang et d'entraîner différentes maladies. Donc les bactéries du microbiote de l'intestin peuvent passer dans le microbiote sanguin, Oui. c'est ça? C'est-à-dire à partir du moment où le microbiote est altéré, on parle de dysbiose, et la dysbiose va permettre à des bactéries qui sont bloquées normalement dans le tube digestif de passer dans le sang. D'accord. C'est ça le problème. Alors, ça C'est débouche ce qu'on appelle la perméabilité muqueuse. ça débouche sur quel problème? Alors ça débouche sur différentes maladies, le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin type maladie de Crohn, les maladies hépatiques et certaines maladies neurologiques. Et donc, je suppose que puisque maintenant on comprend que les bactéries peuvent passer et qu'il y a une perméabilité, c'est un des facteurs de recherche. On va peut-être agir sur cette perméabilité pour éviter aux bactéries de passer, c'est ça? Exactement, exactement. C'est-à-dire que là, la recherche, donc là, il y a eu des gros progrès pendant ce congrès où on a appris des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on essaye de faire la corrélation entre l'altération du microbiote intestinal, sa répercussion dans le sang et sa répercussion dans l'organe cible, qui peut être le foie ou même le système nerveux. Alors, enfin, on a parlé aussi, c'est le quatrième point sur lequel vous voulez insister, on a parlé des NASH et des conséquences de l'obésité sur le foie. Alors, les NASH, N-A-S-H, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, NASH, ça fait partie des NAFLD. Ce sont toutes les pathologies donc, liées au surpoids et à la graisse. Et cela va de la stéatose, c'est-à-dire de la surcharge graisseuse du foie, à la fibrose, pour se terminer, dans les cas les plus graves, par la cirrhose, voire le carcinome hépatocellulaire, qui est donc le cancer primitif du foie. Alors, vous parlez de cirrhose, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut avoir une NASH et ne pas boire d'alcool. Tout à fait. Hein, c'est corrélé à l'obésité. On appelle ça aussi, je crois, la maladie du soda ou la maladie du foie gras humain. Exactement. NASH veut dire non-alcoolique stéatosis hépatitis, c'est-à-dire, donc, comme son nom l'indique, no alcoolique. Donc, ce n'est pas lié à l'alcool, hein. Ces patients-là ne boivent pas d'alcool, ou très peu, mais en général pas, et c'est le surpoids qui va générer la maladie du foie. D'accord. Donc, le foie graisseux, comme les oies, en fait, c'est ça, oui, qu'on engraisse. Mmh. Alors, il faut dire que c'est un vrai problème de santé publique parce que les NASH ont doublé en 15 ans, mondialement. Exact, oui. Hein, c'est ça? Tout à Les fait. NASH ont doublé en 15 ans. Tout à fait. Alors, c'est dû à quoi? C'est la malbouffe, c'est ça? Oui, en grande partie. Hein. On sait qu'il y a de plus en plus dans la population occidentale de surpoids et d'obésité, et donc par conséquent, les NASH suivent exactement cette courbe de croissance du poids dans les populations. Et donc par conséquent, ça devient un problème de santé publique avec une mortalité très importante, et c'est la première cause de cirrhose du foie après l'alcool. D'accord, c'est-à-dire que en fait, cet excès de graisse peut entraîner une cirrhose, mais pas que, des cancers aussi? Cancer du foie, hein, donc la filiation se fait vers fibrose, cirrhose, cancer du foie, mais ça peut des fois court-circuiter et parfois des patients peuvent avoir un cancer du foie, donc un carcinome hépatocellulaire, sans avoir eu de cirrhose au préalable. D'où l'importance des mesures diététiques et thérapeutiques. On va en parler. Et je suppose que, alors, on a dit non alcoolique, mais si en plus on boit de l'alcool, ça arrange rien parce que l'alcool, ça favorise la production de graisse par le foie, c'est ça? Alors oui, mais paradoxalement, dans le régime méditerranéen, qui est le régime qu'il faut utiliser dans les NASH, il faut boire un petit coup. Voilà, un petit coup, c'est-à-dire un verre de rouge, 1 à 2 verres de rouge maximum, je dis bien rouge parce qu'ils n'ont pas les mêmes vertus au niveau du foie. À ce moment-là, ça fait partie du régime. On peut ou on doit boire un ou deux petits verres de rouge. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. S'il n'y a pas de contre-indication d'autre nature, donc là, il faut voir avec le cardiologue, etc., il est recommandé dans le régime méditerranéen de boire 1 à 2 verres de vin rouge par jour. D'accord. On va rentrer un petit peu plus dans le détail du régime. C'est régime et sédentarité aussi, les NASH. Hein. Ce n'est pas que le régime, la sédentarité compte aussi beaucoup, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y a le régime méditerranéen, on en a parlé. C'est donc en gros, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, viande blanche et poisson.
et on réduit la viande rouge et les féculents. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la base du régime. On utilise huile de soja, huile de colza, huile d'olive, des plantes aromatiques. On n'hésite pas à édulcorer un petit peu ces plats. Et on boit 1 à 2 verres de vin rouge par jour, si on aime, si on peut. Voilà. Ça, avec ça, on est heureux. On n'a pas de nage, on n'a pas de maladie cardiovasculaire. Et comme vous le disiez, on fait de l'exercice. Et on fait de l'exercice. Alors ça, oui, quand on lève le coude, hein. On fait de l'exercice. Ça fait partie du traitement avec 2 volets. Lutte contre la sédentarité, c'est-à-dire j'évite d'être assis, j'évite d'être allongé, je bouge globalement dans ma journée et je fais de l'exercice physique. Et donc là, les recommandations sont claires. On recommande donc 30 minutes d'exercice physique par jour. Dernier point, la détection. Comment on détecte les NASH? Il n'y a pas de symptômes. Hein? Il n'y a pas de symptômes. Donc c'est le problème, ça. C'est le problème, c'est-à-dire que les gens c'est silencieux, donc les gens se rendent compte de rien. Et donc, in fine, pour le savoir, on a les transaminases, on a le fibroscan. Donc transaminase. Prise de sang. Donc, prise de sang qui permet de voir si le bilan hépatique est normal. On fait le test de HOMA. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est très important. C'est un test de détection qui combine glycémie et insulinémie et qui permet donc d'affiner cette population-là. Donc là, pareil, prise de sang. Prise de sang. Et le fibroscan, qui est une petite sonde qu'on met au niveau du foie et qui mesure la fibrose hépatique. En résumé, les prises de sang, c'est tous les combien et à partir de quel âge? Alors, tout dépend. Si on n'a pas d'histoire familiale. Hein. Bien sûr. Tout dépend du poids de la personne, en fait. Toute personne en surpoids devrait avoir un bilan hépatique. Qu'est-ce qu'on appelle le surpoids? Surpoids, si IMC supérieur à 25 km². On calcule, c'est tout simple. Voilà. On rappelle comment on le calcule, vite fait. Voilà, poids sur taille au carré. Poids sur taille au carré. Donc, tout le monde peut le faire très simplement. Donc, si supérieur à 25, là, on se fait dépister, prise de sang régulière, c'est quoi? Une fois par an? Une fois par an, transaminase, gamma-GT et phosphatase alcaline. D'accord. Voilà, hein, des bons conseils. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir au GIFOD? Eh bien, écoutez, il y a donc, on a tout dit, je crois. Hein. On a été, je pense, assez exhaustif. On a tout dit. Alors, je vous remercie, William Bérébi, d'avoir été notre envoyé spécial au GIFOD. Avant de se quitter, je rappelle que la journée mondiale des MICI, les MICI, ça veut dire les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Très important. Cette journée mondiale aura lieu le 19 mai. Très important. Les MICI, c'est quoi? C'est la maladie de Crohn. Crohn, érectocolite hémorragique et plus de 100 000 cas en France. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les maladies, hein, le pavé, je le recommande, diagnostic et thérapeutique. À bientôt sur Capital Santé et pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.